Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour démarrer? Sur les 3 cours, on a 3 séances ensemble à 4 heures. Et les objectifs pour moi, c'est que à la fin, vous connaissiez les différentes classes d'antiviraux, comment ces molécules fonctionnent, et un petit peu sur les mécanismes de résistance contre les différentes classes d'antiviraux. Donc ça va être, ouais, en généralité, aujourd'hui, peut-être pour la première partie, on fait ces 2 choses-là. Et ensuite, on va essayer de faire un zoom sur les infections virales dont on dispose de traitements efficaces ou moins efficaces, au moins quelque chose, pour essayer de vous transmettre un petit peu l'idée, ok, qui on va traiter, quand, quels sont les objectifs, parce que ça va être différent selon l'infection. Et chaque infection virale va comporter ses problèmes à elle. Alors, donc, première chose, vraiment pour lequel il faut être vraiment clair, c'est que, bon, évidemment, les antibiotiques ne fonctionnent pas contre les virus. Pourquoi c'est le cas? Parce que quand on regarde les cibles qui sont les cibles pharmacologiques des antibiotiques, on voit que on a des antibiotiques qui ciblent la synthèse de la peptidoglycane, donc la paroi. Bah, les virus ne portent pas de paroi en peptidoglycane, donc les virus aucun virus n'a ces cibles pharmacologiques. Pas mal d'antibiotiques ciblent la synthèse protéique, ce sont des inhibiteurs des ribosomes prokaryotes. Évidemment, les virus dépendent des ribosomes de l'hôte pour leur synthèse protéique. Donc, il n'y a aucune possibilité de développer un inhibiteur de protéase spécifique au virus. Parce que bon, bah, ça va inhiber la synthèse protéique dans tout l'organisme hôte. Alors, d'autres antibiotiques ciblent la réplication et l'expression génique. Donc, les fluoroquinolones vont inhiber les topoisomérases et girases de la cellule bactérienne. C'est ce qui permet aux 2 copies d'ADN chromosomique de se séparer à la fin du cycle de réplication. Pas vraiment certains virus ont besoin de cette activité, mais encore une fois, bon, bah, c'est dépendant des enzymes de la cellule de l'hôte, et ce n'est pas une cible qui est portée par le virus lui-même. Dernière chose, rifampicine, ou rifampine, c'est une molécule active contre les mycobactéries. C'est une des standards pour la thérapie contre la tuberculose. Et c'est un inhibiteur de l'ARN polymérase. Encore une fois, la plupart des virus à ADN vont dépendre de l'ARN polymérase de la cellule hôte, avec quelques exceptions près. Les poxviridae ont leur propre ARN polymérase. Mais globalement, les virus n'ont absolument pas les mêmes cibles pharmacologiques que les bactéries. Donc c'est pour cette raison-là qu'il n'y a aucun antibiotique peut avoir un effet sur les virus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire alors pour développer une thérapie qui soit efficace contre une infection virale? Donc ici, c'est le petit rappel du cycle de réplication chez les virus. C'est vrai pour n'importe quel virus. Donc, pour se répliquer, tous les virus ont besoin de d'abord s'attacher sur la cellule hôte, ensuite d'entrer dans la cellule hôte. À un moment donné, le génome doit être libéré de la capside virale, c'est ce qu'on appelle la décapsidation. Et à partir du génome viral, chaque virus doit effectuer 2 étapes. Donc, répliquer son génome et exprimer son génome et former des protéines virales. Une fois qu'on a un tas de copies de génomes viraux et de protéines virales, on peut les assembler et ensuite pour former de nouvelles particules virales qui seront libérées. Alors, pour se multiplier chez l'hôte,
tout virus doit effectuer l'ensemble de ces étapes. Donc, si on bloque une de ces étapes, on peut bloquer l'infection virale. Alors, et c'est comme ça que vont fonctionner les antiviraux. Alors, différentes classes d'antiviraux. Les deux grands types, ce sont les antiviraux avec une action directe. Et ces molécules-là sont spécifiques parce qu'elles vont inhiber une étape précise dans le cycle de réplication virale. Alors, selon le type de médicament, on aura un ciblage des étapes différentes. Donc, les anticorps neutralisants monoclonaux ou polyclonaux ciblent l'étape d'attachement. Il existe aussi des inhibiteurs d'entrée, au moins en ce qui concerne la thérapie contre le VIH. Alors, plusieurs familles d'antiviraux inhibent la réplication du génome. Donc, différents types d'inhibiteurs de polymérase ou les inhibiteurs d'intégrase pour les rétrovirus, encore pour le VIH. En termes d'expression du génome, il n'y a pas vraiment d'inhibiteurs d'ARN polymérase virale, mais des inhibiteurs de protéase empêchent l'expression correcte du génome de, encore une fois, VIH ou alors virus de l'hépatite C. Assemblage, pas à ma connaissance, il n'y a aucun antiviral qui inhibe cette étape-là, mais peut-être ça va venir un jour. Et il existe des inhibiteurs de libération des particules virales. Oui. Bah, pour les virus qui sont touchés par ces inhibiteurs, l'inhibiteur de protéase est spécifique à la protéase virale, okay, et la protéase joue un rôle essentiel dans le cycle de réplication. Et on verra pourquoi tout à l'heure. Mais ce n'est pas un inhibiteur général, hein, c'est un inhibiteur spécifique de la protéase virale. Pareil, ici, c'est spécifique de la polymérase virale. Donc ça, c'est les antiviraux à action directe, donc ils ciblent spécifiquement une des étapes dans le cycle de réplication du virus. Et il existe aussi des inhibiteurs à action indirecte. Et dans ce cas-là, d'une façon ou d'une autre, ces inhibiteurs vont modifier la capacité de la cellule hôte à supporter la réplication virale. Alors, ça c'est l'introduction. Maintenant, on va regarder plus en détail maintes et maintes exemples de ces différentes classes d'antiviraux pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Oui, ouais, c'est ça. Et puis un petit peu sur comment on a développé ces molécules aussi. Parce que des fois, on a des inhibiteurs de transcriptase de protéase de première génération, deuxième génération, etc. Donc il y aura une partie d'explication quel était le problème, pourquoi on a modifié un petit peu ces molécules. Donc on va démarrer avec des inhibiteurs d'attachement ou d'entrée. Donc pour bloquer, première étape, attachement du virus à sa cellule hôte. Donc cette étape d'attachement est médiée par une interaction spécifique entre les protéines ou les glycoprotéines d'attachement à la surface du virus et un récepteur sur la cellule hôte. Donc, si on a un anticorps qui se fixe à l'extérieur de la particule virale, qui bloque cette interaction, ben, le virus ne peut plus se fixer sur sa cellule hôte. Et donc, l'infection sera bloquée dès le départ. Donc ça, c'est un petit peu le premier mode d'action des anticorps neutralisants. On empêche directement l'interaction entre le virus et soit son récepteur, soit son co-récepteur. D'autres types d'anticorps monoclonaux neutralisants sont capables de se fixer sur les domaines de fusion et même si l'attachement a lieu, le virus ne peut pas rentrer dans la cellule hôte parce que les étapes ultérieures qui permettent l'entrée du virus sont bloquées. En termes d'immunité, très important parce que c'est ça qui confère l'immunité à long terme contre les infections virales. Okay, surtout quand on a une
sécrétion des anticorps aux muqueuses qui sont le site de l'infection initiale pour la grande majorité des virus. Ok, donc un exemple pour illustrer ça, donc c'est un rhinovirus dont le récepteur est LICAM1, donc on a la structure de la capside virale complexée avec le domaine extracellulaire de son récepteur qui est LICAM1, donc le récepteur se fixe ici sur la capside et l'anticorps neutralisant va se fixer directement sur le même site qui est utilisé par le récepteur. Donc les anticorps qui se fixent ici bloquent l'interaction entre la capside virale et son récepteur cellulaire. Un truc à garder en tête, c'est que tous les anticorps qui se fixent sur la capside ou sur l'enveloppe virale ne sont pas neutralisants. Donc, c'est-à-dire qu'on peut être séropositif pour un virus et ne pas avoir d'anticorps neutralisants ou avoir des anticorps qui sont faiblement neutralisants ou neutralisent une souche du virus autre que celle qui va vous infecter. Donc c'est le cas pour le virus de la grippe, le VIH, etc. Alors, cette capacité des anticorps à bloquer une infection a été exploitée pour développer la sérothérapie initialement. Donc cette fois-ci, on prend des immunoglobulines ou la fraction immunoglobulines à partir de sang de quelqu'un qui a un fort taux d'anticorps contre tel ou tel virus. Donc c'est notamment le cas pour les immunoglobulines avec des anticorps spécifiques du virus de l'hépatite B ou pour le virus des syncyties respiratoires. Et dans ces deux cas, leur utilisation, c'est pour effectuer une prophylaxie post-exposition au virus de l'hépatite B quand un enfant est né à une mère qui a une hépatite B chronique active. Il y a une forte chance que l'enfant soit infecté également au cours de la naissance ou après. Ce n'est pas in utero. Donc on peut faire une transfusion chez l'enfant des anticorps anti-hépatite B et c'est une mode de prophylaxie post-exposition efficace. Pour le virus des syncyties respiratoires, c'est un virus qui provoque évidemment des symptômes respiratoires. C'est impliqué, enfin, c'est une cause fréquente de bronchiolite chez les jeunes enfants et ça peut être très sévère chez des enfants avec une prédisposition à être asthmatique, etc. Donc, il n'y a pas de molécules, petites molécules antivirales disponibles pour ce virus. Donc, on peut faire une infusion d'anticorps chez l'enfant comme pour le permettre de lutter contre l'infection virale. Ok. Un des problèmes avec ça, c'est que ce sont des fractions d'immunoglobulines purifiées à partir du sang et sont variables de l'eau à l'eau. Et il y a un problème un petit peu de quantité de matériel, ce qui est non négligeable quand il s'agit de soigner des bébés ou des très jeunes enfants. Parce qu'on ne peut pas mettre en perfusion 500 ml, pas possible. Okay, donc des anticorps monoclonaux, seuls ou en cocktail, c'est-à-dire 2 ou 3 monoclonaux ensemble, l'objectif c'est d'être plus efficace et plus reproductible parce qu'on a mieux caractérisé le produit et d'avoir un titre neutralisant plus fort pour un plus petit volume de médicaments qu'il faudrait livrer. Donc ça, c'était un petit peu l'idée de développement derrière certains produits. Donc ça, c'est un cocktail. Je crois que c'est un anticorps monoclonal contre le virus du syncyte respiratoire. Ça existe pour la rage, pareil, c'est un mode de prophylaxie post-exposition. Okay, si vous êtes mordu par un chien enragé, vous allez avoir le vaccin anti-rabique plus la prophylaxie par des anticorps. Donc ça, c'est un cocktail de 2 anticorps monoclonaux. Et peut-être aussi le plus célèbre récemment, c'est le produit ZMapp, qui a été développé en tant que médicament contre le virus Ebola. Donc ça, c'est un cocktail de 3 anticorps monoclonaux. Et ça, c'est un mode de thérapeutique qui est sous développement pour différents virus. Okay, d'autres virus un petit peu aigus, transmis par les moustiques, dengue, chikungunya,
virus de la grippe, VIH, JCV, c'est un virus qui normalement ne provoque pas de problème, mais peut, dans certains rares cas, provoquer des affections très très graves au cerveau. Et puis pareil, il n'y a pas vraiment de thérapeutique contre ces virus-là. Alors, moi, je vais faire un petit peu de... On va regarder sur Zimab. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un an et demi, c'était une épidémie de l'infection par le virus Ebola extrêmement inquiétante en Afrique de l'Ouest. C'est fini maintenant, mais il y a eu quelque chose comme 30 000 cas, ce qui est probablement 100 fois plus grand que le deuxième épidémie le plus grave, et plus de 10 000 personnes tuées par ce virus. Et le grand problème, c'était qu'il n'y avait pas de vaccin, pas de traitement. Donc quelqu'un qui était infecté ne pouvait rien faire, sauf que bon, quelques équipes avaient commencé à bosser sur les thérapies potentielles contre ce virus. Donc il y a 2 équipes qui ont essayé de développer des anticorps monoclonaux contre le virus Ebola. Donc ça, c'est 2 publications en 2012, 2 équipes indépendantes, et chaque équipe avait développé ses anticorps monoclonaux. Alors le modèle ici, c'est chez le primate non humain, okay, donc c'est chez le macaque infecté par le virus Ebola. Ensuite, on va donner le cocktail d'anticorps. Alors ici, donc ça c'est le pourcentage de survie en fonction de temps. Pour le groupe témoin, tout le monde est mort en 5 jours. Si on donne des anticorps 24 heures après l'infection, ok, tout le monde survit. Mais si on attend que 48 heures, on a déjà 50% de mortalité. Donc ça, c'est un peu le problème avec ce type d'infection aiguë où les choses vont très très rapidement. Dès qu'on commence à avoir des symptômes, c'est très difficile de guérir, quelle que soit l'efficacité des médicaments. Alors, les 2 équipes, par la suite, se sont dit, OK, on a chacun des anticorps monoclonaux qui ont une certaine efficacité, mais est-ce qu'on peut essayer de les combiner pour trouver le cocktail le plus efficace? Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont pris un monoclonal d'ici et 2 monoclonaux de cocktail Zimab. C'est ce qui donne Zimap. Et ils ont testé ça contre, pareil, un test d'efficacité chez le primate non humain. Alors le protocole, c'est ça. Donc on va infecter les animaux ici à jour 0 et on va donner le cocktail d'anticorps à 3 jours, 4 jours, 5 jours post-infection. Et on va le répéter 3 jours, 4, et donc on donne 3 doses. Alors, pareil ici, les courbes de survie. Ça, c'est le groupe témoin, dont à jour 8, tout le monde est mort. Okay. Alors, ce qui est vraiment très impressionnant ici, c'est que tous les groupes de thérapie, les singes sont vivants, y compris le groupe qui a démarré cette thérapie à jour 5. Et ça, c'était vraiment ce qui était important, parce qu'à jour 5, où est-ce qu'on voit ça? Voilà, on voit qu'on est déjà fébrile. Okay, ça, c'est la température ici, jour 0, jour 5. On a déjà quelque chose de symptomatique. Les animaux sont malades avec une augmentation de leur neutrophile, baisse de plaquettes. Ça, c'est ce qui va être très, très dangereux pour le syndrome hémorragique qui est provoqué par ce virus-là. Donc, c'était la première fois qu'on arrivait à avoir une guérison après l'apparition des symptômes. Okay. Donc ça, c'était le cocktail Zimap. Et c'est ce qui est utilisé pour soigner des gens, les infirmières occidentales qui étaient infectées par le virus et puis qui ont été rapatriées. Autant que le stock de ce médicament existait. Parce que, évidemment, ils n'avaient pas non plus 10 000 tonnes d'anticorps monoclonales qui traînaient dans les tiroirs. Ils avaient un certain nombre de doses et puis ils avaient de quoi soigner 5 ou 6 personnes. Ok, donc là c'est notre première classe de médicaments, anticorps monoclonaux pour bloquer l'attachement du virus sur les cellules cibles, et puis ça peut marcher. Inhibiteur de fusion, ça c'est
encore quelque chose qui va bloquer des étapes précoces de l'infection, mais post-attachement. Alors, ce type de molécule existe uniquement dans le cas de la thérapie contre le VIH. Donc ça marche, mais ce n'est pas disponible pour d'autres virus. Alors, pour comprendre comment ça marche, il faut regarder un petit peu les différentes étapes dans la fixation et l'entrée du VIH sur des cellules hôtes. Donc, initialement, le GP120 va interagir avec son récepteur, le CD4. Ça va permettre une interaction entre la boucle V3 du GP120 et le corécepteur, qui sera CCR5 ou CXCR4. Et cette deuxième interaction, c'est ce qui va permettre le déploiement des domaines de fusion dans la partie GP41 de l'enveloppe. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que on a des peptides hydrophobes qui sont projetés dans la membrane de la cellule hôte. Et c'est la première étape vers la fusion membranaire entre l'enveloppe du virus et la membrane de la cellule hôte. Donc, il faut imaginer qu'à l'intérieur ici, on a la capside virale. Quand ces membranes-là vont fusionner, la capside va rentrer dans la cellule. Donc, ça marche comme ça. Et l'étape clé, enfin, deux étapes clés dans ce processus. Première, c'est l'interaction entre le GP120 et son corécepteur. Et le deuxième, c'est le déploiement de ces domaines de fusion du GP41. Et il y a des médicaments qui fonctionnent contre ces deux étapes. Donc on a un médicament, le Maraviroc, qui va empêcher le GP120 de se fixer sur son corécepteur. Et un autre type de médicament qui va empêcher la fonction de ces domaines de fusion. Alors le Maraviroc, c'est un truc extrêmement bizarre, parce que c'est le seul exemple d'un médicament antiviral qui va cibler non pas la structure virale, mais la structure de la cellule hôte. Okay? Donc, les gens qui ont bossé sur le développement de ce médicament, ils se sont dit, OK, la partie GP120 sur le VIH qui interagit avec les corécepteurs est super variable. Si on a un inhibiteur qui se fixe sur le GP120, ben, le virus va muter, il va échapper à notre médicament. Or, peut-être on peut cibler la protéine de l'hôte qui, elle, ne va pas bouger. Alors, dans ce cas-là, on va développer un inhibiteur du corécepteur. Mais qu'est-ce qui nous dit que, d'une part, ça va marcher, et d'autre part, ça ne va pas être nocif? Parce qu'on aura un médicament qui agit sur l'hôte. Et en fait, ces informations venaient d'un hasard biologique, parce qu'il existe un polymorphisme génétique naturel dans le gène CCR5. Donc des gens existent qui ont délétion de 32 nucléotides dans ce gène, et ce sont des KO naturels, et les individus qui sont homozygotes pour cette mutation-là sont presque totalement résistants à l'infection par le VIH. Et les individus hétérozygotes ont une progression de la maladie qui est ralentie. Donc ça nous dit deux choses, c'est-à-dire quand la fonction CCR5 est absente, le virus ne peut pas se répliquer in vivo. Et deuxièmement, puisqu'on n'a pas de symptômes chez les personnes qui sont homozygotes pour cette délétion, alors on peut l'inhiber pharmacologiquement et des gens ne vont pas être malades. Okay? Alors, ça se trouve que les gens qui portent cette délétion à l'état homozygote sont plus susceptibles à d'autres infections virales, mais ça, c'est une autre histoire. Okay? Donc, c'est ce qu'il vient de dire. Donc, ça, c'était un petit peu les renseignements de la situation naturelle qui ont un petit peu encouragé le développement de cette molécule. Mais il y a un petit problème parce que, en fait, le CCR5, ce n'est pas le seul corécepteur possible pour le VIH, parce qu'il peut se fixer aussi sur un autre récepteur de chimiokine, le CXCR4. Et selon la séquence de GP120, le virus va avoir un tropisme soit pour l'un ou l'autre de ces deux corécepteurs. Alors, il n'y aura pas d'antagoniste de CXCR4 développé parce que la souris KO pour ce récepteur-là est très malade.
Donc, si on donne un médicament qui va empêcher cette fonction-là, on peut s'y attendre à des effets secondaires indésirables assez importants. Donc, il existe un inhibiteur qui va bloquer ce corécepteur-là, mais pas celui-ci. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser ce médicament uniquement chez les patients dont le virus va utiliser ce corécepteur-là. Et pour décider ça, il faut séquencer le gène GP120, analyser la séquence et avoir une idée si le virus va utiliser le R5 et pas l'X4 comme corécepteur. Donc, c'est une limitation pour l'utilisation de ce médicament. Assez intéressant par sa façon de fonctionner, unique un petit peu par son mécanisme d'action, mais le problème, c'est ça. Alors, la deuxième cible, c'est les domaines de fusion dans la partie GP41 de l'enveloppe. Alors, ce qui se passe, c'est que lors de la fusion, on a première étape, c'est la projection des peptides hydrophobes dans la membrane de la cellule hôte. À ce moment-là, les domaines il y a ces domaines-là en hélice alpha qui sont allongés. Puis dans un deuxième temps, les domaines hélice alpha vont se refermer comme ça, s'interagir entre elles. Et c'est cette interaction-là qui génère la force physique pour attirer la membrane de la cellule hôte à l'enveloppe virale. Donc si on bloque cette interaction-là, le virus reste attaché sur la cellule hôte, mais la fusion membranaire ne peut pas avoir lieu. Et en fait, on a développé des peptides qui sont dérivés de la séquence de GP41. Donc ces peptides-là rentrent en compétition avec les autres parties, les peptides, les parties de cette protéine-là avec la même séquence. Donc c'est les peptides médicaments qui vont interagir avec cette forme allongée de la GP41 et ça va l'empêcher de se refermer. Alors ça aussi, ça marche. Donc c'était un médicament développé il y a 20 ans pratiquement, basé sur une compréhension de mécanismes moléculaires. Donc ça marche, mais le gros problème, c'est un peptide. On ne peut pas donner par voie orale. La synthèse est super chère, donc ce n'est pas facile à fabriquer. Et donc, c'est ça qui limite un peu son utilisation. Ça va jusqu'à présent? Oui. Ouais. Pas sûr que ce serait. C'est peut-être possible, mais ce que je veux dire par cher, ça veut dire cher par rapport à une molécule produite par synthèse chimique. Et ça serait toujours vrai pour quelque chose qui serait produit en bioréacteur. Et je suis même pas sûr que ce serait aussi facile de le faire que ça en Escherichia coli. Enfin, je ne le connais pas assez bien, mais en tout cas, à la limite, même si c'était cher, ou même si c'était bon, même si c'était pas aussi cher que ça, l'injection par voie intraveineuse, toujours une limitation à l'utilisation à grande échelle. Parce que bon, il faut voir quelqu'un pour faire l'injection et tout ça, il faut que les gens viennent. C'est à éviter si c'est possible. Donc ça reste une sorte de médicament de dernier recours. Ok. Donc là, on va passer aux inhibiteurs de polymérase, donc qui vont agir une fois que le virus est rentré dans la cellule infectée. Donc attachement entrée, ça a déjà eu lieu. Le génome viral rentre dans la cellule. La prochaine chose que le virus doit faire, c'est répliquer son génome. Alors, ça, c'est une fonction essentielle pour n'importe quel virus. Alors, quel virus utilise sa propre polymérase? Les rétrovirus portent avec eux, dans leur capsid, la transcriptase inverse, qui fait une copie en ADN du génome, en ARN du virus. Tous les virus à ARN doivent coder pour une polymérase ARN dépendant de l'ARN. Cette activité enzymatique n'existe pas dans la cellule hôte. Donc tous les virus ARN
doivent coder pour leur propre polymérase. Alors pour les virus à ADN, ça dépend. Okay, les petits virus à ADN, comme le... Okay, on va faire dans l'autre sens. Donc les grands virus à ADN, comme les herpès viridae, codent pour pas mal d'enzymes qui sont nécessaires pour l'application de leur génome. Donc les herpès viridae, oui, codent pour leur propre polymérase ADN. Poxvirus, virus de la variole, oui, ok. Grand virus, très génome complexe, code pour sa propre polymérase ADN. Les petits virus à ADN, comme les papillomaviridae, comme le HPV, lié au développement du cancer du col de l'utérus, non. Ces petits virus à ADN sont dépendants, se servent de l'ADN polymérase de la cellule hôte. Mais néanmoins, ça fait un paquet de virus qui codent pour leur propre polymérase. Donc, il est possible, enfin, on peut imaginer qu'on développe un inhibiteur de cette enzyme qui soit spécifique à la polymérase virale et qui ne va pas inhiber l'ARN ou l'ADN polymérase cellulaire et ne va pas provoquer trop de symptômes, trop d'effets secondaires indésirables. Alors, différentes classes d'inhibiteurs de polymérase, des analogues de substrats, donc ce qu'on va appeler aussi des inhibiteurs nucléosidiques ou nucléotidiques. Et peut-être le grand exemple, pas peut-être le plus facile, en tout cas pour moi, comment c'est l'AZT, zidovudine, première, je pense que c'est la première molécule qui avait une efficacité contre le VIH. L'idée, c'est très simple, c'est-à-dire qu'on va commencer avec la thymidine. Donc là, c'est une désoxynucléoside, n'est-ce pas? Et pour être intégré dans l'ADN, d'abord, on a besoin de phosphorylé ici, et ensuite, l'hydroxyle en position 3 est absolument essentiel pour continuer la chaîne d'ADN lors de la synthèse. Alors ici, on a la base pyrimidine. C'est là exactement la même structure. Et de désoxyribose, on remplace le groupement hydroxyle ici par un groupement azide. Alors, ce qui va se passer, c'est que cette molécule-là peut être prise en charge par la thymidine kinase, donc on peut rajouter les phosphates ici, et elle peut être, et la forme triphosphorylée peut être utilisée par un polymérase ADN qui va l'intégrer dans la chaîne d'ADN en cours de synthèse, mais une fois que c'est intégré, on ne peut pas rajouter d'autres nucléotides par la suite. Donc, ce type d'inhibiteurs sont les terminateurs de chaîne. Donc, on intègre la molécule dans l'ADN ou dans l'ARN qui est en train d'être synthétisé, et ensuite, on ne peut plus rien faire. Donc, l'enzyme, l'application virale est bloquée. Oui. C'est la chance. C'est-à-dire qu'il y a eu un criblage et ça se trouve que en fait, ça marche mieux. C'est-à-dire que l'enzyme, la transcriptase inverse du VIH, est moins discriminant que l'ADN polymérase cellulaire ou les ADN polymérase cellulaires. Mais ce n'est pas parfait. Donc, c'est une molécule qui a des effets secondaires et c'est lié en partie parce que, en fait, les ADN polymérase cellulaires peuvent l'utiliser et ça cause un problème. Donc, il y a une certaine spécificité pour la polymérase virale, mais ce n'est pas noir ou blanc, quoi. Alors, pour ce type de molécules existe, donc il y a plusieurs médicaments anti-VIH qui sont ce type d'inhibiteurs. Donc, on base la structure sur un nucléotide et on essaie de modifier ici en position 3' pour empêcher que la polymérase peut rajouter autre chose. Et ça existe aussi pour les herpès viridae. Okay, acyclovir, ganciclovir, ce sont des anti-herpétiques qui sont spécifiques de l'ADN polymérase chez les herpès viridae.
Évidemment, ce n'est pas le même dans les deux cas, parce que les enzymes ont des spécificités un petit peu différentes. Alors, l'AZT, l'azidovudine, c'est un analogue nucléosidique. Il existe aussi des analogues nucléotidiques, parce qu'un nucléotide, c'est phosphorylé. Okay? Ça, c'est une étape limitante, souvent, dans l'efficacité des terminateurs de chaîne en tant que médicament antiviral. Parce que l'AZT, là, il a besoin d'être un substrat pour la thymidine kinase, qui va ajouter le premier phosphate ici, et pour la polymérase virale. Alors, ça limite un petit peu la biodisponibilité de ce médicament. Donc, les analogues nucléotidiques ont souvent une spectroactivité, un profil d'activité un peu meilleur, parce qu'il y a déjà le groupe en phosphate qui est présent. Donc, ce médicament-là, bon, il va avoir les deux autres phosphates rajoutés, et ça va se faire très très rapidement, et ensuite sera directement actif. Donc, tenofovir, c'est un analogue nucléotidique contre le VIH, et maintenant il est préféré parce qu'il a cet avantage-là, parce que le premier phosphate est déjà présent sur le médicament. Okay. Deuxième classe d'inhibiteurs des polymérases virales, ce sont les inhibiteurs allostériques. Donc les analogues nucléosidiques ou nucléotidiques sont les inhibiteurs compétitifs, n'est-ce pas, de l'enzyme, parce qu'ils rentrent en compétition avec le vrai substrat. Les inhibiteurs non nucléosidiques, comme la névirapine pour inhibiteur du VIH et le dasabuvir, qui est inhibiteur de la polymérase de virus de l'hépatite C, vont se fixer sur la polymérase virale, un site distinct du site actif, mais d'une façon ou d'une autre, ils vont modifier un petit peu la structure de l'enzyme et l'inhiber. Alors, rien qu'en regardant, on peut distinguer un inhibiteur non nucléosidique d'un inhibiteur nucléosidique. Évidemment, ici, on n'a absolument pas de structure qui ressemble à un nucléoside et un nucléotide. Okay. Alors, dernière pour les inhibiteurs de réplication, on a pour le VIH, spécifiquement des inhibiteurs de l'intégrase. Dans le site de réplication du VIH, on a la transcription de l'ARN viral en ADN, qui a lieu dans le cytosol. Cet ADN proviral est importé dans le noyau, et ensuite, la copie en ADN est insérée dans l'ADN de la cellule hôte. Et ça, c'est le boulot de l'intégrase virale. Alors, c'est une étape nécessaire pour la réplication de virus. Et pendant plusieurs années, et cette intégration est constituée de deux étapes distinctes. En premier lieu, les bouts francs de l'ADN double brun sont un petit peu dégradés sur le 3'. Donc, il y a deux nucléotides qui sont enlevés par l'intégrase. Et ensuite, on a un transfert de brin qui permet l'intégration dans l'ADN de la cellule hôte. Donc, deux activités distinctes. Et pendant longtemps, il y a eu des efforts de développer des inhibiteurs pour cette activité-là. Ça n'a jamais marché. Mais néanmoins, il y a quelqu'un, Daria Azuda chez Merck, qui a essayé de développer des inhibiteurs de la deuxième activité de l'intégrase, qui est le transfert de brin. Et c'est ça qui a marché. Et ça marche parce que l'inhibiteur va se fixer sur ces acides aminés ici qui sont essentiels pour cette activité de transfert de brin. Donc, alors D, c'est quoi? Aspartate, glutamate. Okay, résidu acidique en tout cas, comme carboxylate. Alors, ce qui est essentiel, c'est que, bon, c'est un peu bizarre là, activité enzymatique avec de l'ADN qui est acide, on veut et c'est des résidus acides qui vont faire le boulot, c'est un peu bizarre, mais en fait ça marche parce que
ces aspartates, et un petit peu en moindre mesure le glutamate, vont coordonner un ion de magnésium. Et c'est le magnésium ici qui va faire, qui va faire des liens avec des molécules d'ADN. Alors, les inhibiteurs d'intégrase qui fonctionnent marchent parce qu'ils ont ce groupe diketo qui vont se mettre ici, et ça va coordonner le magnésium et va l'empêcher d'interagir avec l'ADN. Donc il y a eu toute une famille de molécules criblées par Merck avec cette fonction diketo là, qui ensuite ils ont bougé un petit peu le reste de la molécule pour essayer de trouver quelque chose qui fonctionnait. Et donc ils ont fini avec cette molécule là, L872, 812, qui était testée chez les macaques en monothérapie. Donc cette ligne ici, ça c'est la charge virale. Ici on commence le traitement. On a le pic, primo-infection, infection chronique, on traite, ok, on a une activité antivirale très très bonne. Donc ça c'était publié en 2004, molécule première dans sa classe pour soigner le VIH. De temps en temps, on a eu un petit peu la résistance ici, ok, donc la charge virale qui est plus élevée, la molécule est active, et ensuite il y a un rebond parce que le virus est devenu résistant. Donc on a pu détecter les premières mutations de résistance déjà dans cet article. Alors, cette molécule-là, ça va l'air super bien, mais en toxicité à long terme chez le chien, il a induit, je ne sais pas quel type de maladie, mais en tout cas, il a montré une toxicité. Donc, il s'est arrêté en phase préclinique en sécurité. Mais fort heureusement pour Merck, ils avaient développé une deuxième molécule un petit peu en parallèle, qui est la raltegravir, RTG ici, là, qui lui était OK, et puis c'était ça le premier médicament anti-intégrase qui était développé. Alors, donc actuellement il existe 3 inhibiteurs d'intégrase, le raltegravir, elvitegravir et le dolutegravir. Et la molécule miracle pour le VIH, c'est ça, c'est le dolutegravir. Donc toutes ces molécules-là, ils partagent un petit peu le même corps. Okay, ce groupe diketo là, comme ça, qui va interagir avec le magnésium, ça c'est la partie qui bosse là, dans l'inhibiteur. Et la dolutegravir est plus efficace parce que la mutation de résistance contre la RALT, qu'on a vu juste avant là, N175H, c'est ce qui est ici là, qui a induit une résistance à ces médicaments. N175H, ça va modifier l'interaction entre l'intégrase et la raltegravir et l'elvitegravir. Et ça bousille un petit peu cette interaction-là. Alors, le dolutegravir n'a pas cette partie-là de la molécule, donc la mutation de résistance ne touche pas. OK. Donc ça, c'est différentes classes de molécules qui vont inhiber la réplication du virus. Alors, pour l'expression, les inhibiteurs de protéase, quels virus vont être susceptibles à un inhibiteur de protéase? Les flaviviridés, comme le virus de l'hépatite C, parce que l'ARN génomique du virus code pour une polyprotéine. Donc, le ribosome, la cellule hôte, va traduire l'ARN viral d'abord en une polyprotéine qui sera ensuite clivée soit par des protéases cellulaires ou alors par des protéases virales. Et si la polyprotéine reste non clivée, les enzymes qui sont codées ici ne seront pas efficaces. C'est aussi pareil, aussi vrai pour le VIH et les autres rétrovirus, parce que les protéines structurales, la matrice, la capside, le nucléocaptide, protéase, transcriptase et l'intégrase, sont d'abord exprimées sous forme de polyprotéines GAG et GAG-POL. Et pour être fonctionnelles, ces polyprotéines doivent être clivées par l'activité protéase du virus. Donc, dans ces deux familles de virus, on a une activité protéolytique
viral qui est absolument essentiel pour le cycle de réplication du virus. Et si on l'inhibe, le virus peut pas. Ok, il aura infecté une cellule, il exprime ses gènes, mais il ne peut pas produire d'autres particules virales infectieuses. Il ne peut pas compléter son cycle de réplication. Alors, les premiers inhibiteurs de protéases ont été développés en tant que médicament contre le VIH. Et on a imaginé que l'on pouvait développer un inhibiteur spécifique parce que la protéase du VIH clive entre tyrosine et proline. Et cette activité enzymatique n'est pas observée chez les endopeptidases chez les mammifères. Donc, on peut espérer obtenir un médicament qui inhibe spécifiquement la protéase virale, mais qui ne touchera pas les protéases cellulaires qui vont avoir tout un tas de fonctions dans la biologie cellulaire ou dans la physiologie de l'organisme. Et on a pu développer ce type d'inhibiteur parce qu'on disposait de la structure trois-dimensionnelle, au moins de la structure corps de la protéase du VIH. Donc c'est un dimère, la forme active, qu'on a enlevé des parties à droite et à gauche de la structure afin de permettre la cristallisation. Et donc, on connaissait la structure du site actif qui est ici. Donc, on a pu développer un petit peu par chimie combinatoire tout un tas de molécules candidates qui avaient une sorte de structure. Au milieu, on a quelque chose qui ressemble à un pont peptidique ici. C'est ça qui va se fixer sur le site actif de l'enzyme. Et un groupe aromatique qui va mimer la tyrosine qui fait partie des deux acides nucléiques qui sont enclivés. Okay. Donc on mime un petit peu sa structure tyrosine-proline. Donc on synthétise tout un tas de molécules et puis ensuite, certains vont être actifs. Ouais, sakinavir, indinavir, ritonavir, etc. Alors, ça a marché, mais le problème avec ces inhibiteurs de protéases contre le VIH, c'est qu'en fait, ils étaient métabolisés dans le foie et rapidement inactivés. Mais fort heureusement pour les patients, on a remarqué que si on met deux inhibiteurs de protéases ensemble, il va y avoir une compétition entre les deux inhibiteurs de protéases pour les cytochromes qui les métabolisent. Et on a vu que le ritonavir, c'était un des inhibiteurs de protéases développés, c'est celui qui est le meilleur substrat pour le cytochrome C, cytochrome P450. Donc, si on associe le ritonavir à un autre inhibiteur de protéase, le cytochrome P450 va se fixer sur le ritonavir et il ne va pas métaboliser l'autre inhibiteur de protéase. Et donc, on va augmenter la biodisponibilité de la deuxième molécule. Donc, pour tous les traitements inhibiteurs de protéase, on associe deux. Un, c'est toujours le ritonavir. Il n'est pas là pour son activité antivirale, il est juste là pour saturer les mécanismes de métabolisme de l'autre. Donc, on va faire des associations lopinavir, ritonavir, sakinavir, ritonavir, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle un inhibiteur de protéase boosté, parce que le ritonavir augmente l'activité. Et dernier type d'inhibiteur ou dernière classe de molécules antivirales à activité directe, ce sont les inhibiteurs de libération. Ça existe que pour le virus de la grippe. Okay. Alors, pourquoi on a pu les développer? Parce que dans les deux glycoprotéines à la surface du virus de la grippe, on a l'hémagglutinine, qui est responsable de l'attachement et de l'entrée du virus, et la neuraminidase, qui joue un rôle très essentiel dans la libération des particules virales. Donc,
Ça, c'est une cellule infectée par un virus enfin, normal, et la cellule infectée est non traitée. Ça, c'est une cellule infectée par le virus, traitée par un inhibiteur de la neuraminidase. Donc on voit que toutes les particules virales restent collées à la surface de la cellule infectée, elles ne sont pas libérées. Donc elle ne peut pas aller infecter une autre cellule, donc l'infection ne peut pas se disséminer dans l'organisme. Alors, donc on avait compris le rôle essentiel de la neuraminidase pour une réplication efficace du virus dans les années 80. Son rôle, c'est de cliver l'acide sialique qui est à la surface des cellules, parce que bon, le récepteur du virus, c'est l'acide sialique, et c'est aussi présent à la surface des cellules infectées. Donc ça ne sert à rien pour le virus de se refixer à la surface de la cellule qui est déjà infectée. Donc afin de se libérer de façon efficace, la neuraminidase clive les acides sialiques à la surface de la cellule infectée, et à la surface d'ailleurs des particules virales, pour empêcher d'avoir ces sortes de amas de particules virales qui sont toutes collées les unes aux autres. Alors l'acide sialique, c'est ça, et c'est un sucre modifié qui est à l'extrémité des structures glycosylées sur les glycoprotéines. Et c'est ce pont-là qui va être impliqué dans des ponts glycosidiques, avec, je sais pas moi, galatose, des trucs comme ça à la fin d'une structure glycosylée. Alors l'idée, c'était de synthétiser un analogue structural de l'acide sialique, en réalité un analogue de l'intermédiaire dans le processus catalytique. Et deux sociétés ont développé le zanamivir, le Relenza, et le zeltamivir, le Tamiflu. Donc ici, on voit peut-être plus clairement l'homologie de structure. Donc on a un autre groupe cyclique ici, là. Cette partie-là, c'est l'homologue de ça. Ici, on a le groupement un peu glycolylamine ici. Ça, c'est substitué. On a le groupement carboxyle qui est conservé. Très important, ça, pour se fixer sur la site active de l'enzyme. On a le même type de truc ici, là. Donc, tous les deux sont des inhibiteurs de la neuraminidase, empêchent la libération du virus après le cycle de réplication. La Relenza, son problème, c'est la faible biodisponibilité. Donc, on ne peut pas le donner par voie orale. C'est disponible uniquement comme un poudre à inhaler. La Tamiflu, ça c'est mieux. Pourquoi ça marche mieux? Parce que on a un groupe ester ici, et normalement ce groupe carboxylate est essentiel pour la fixation sur le site actif de l'enzyme. En fait, c'est encore un prodrogue. Donc, la forme qui est absorbée, qui va dans le sang, il sera clivé par les enzymes, je pense au foie, pareil. Donc, ce groupement ester sera clivé, et donc on aura une génération de médicaments actifs après son ingestion et son absorption dans le tube digestif. Ok, donc ça c'est notre résumé pour les différentes inhibiteurs à action directe, dont les anticorps monoclonaux vont inhiber l'attachement, inhibiteurs de fusion qui vont empêcher l'entrée, différents types de molécules vont empêcher la réplication du génome, inhibiteurs de protéases empêchent l'expression génique, et les inhibiteurs de neuraminidase empêchent la libération du virus de la grippe. Je pense que je vais juste faire des antiviraux à action indirecte, puis on va faire une pause à ce moment-là. Alors, les antiviraux à action indirecte, on a deux types, on a deux choses vraiment. On a les interférons et on a la ribavirine. Donc, on va voir ces deux molécules antivirales. Alors, les interférons. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est faux aussi, là. Bizarre. Qu'est-ce qu'il m'a donné là?
Ok, les interférents, comme vous savez tous, on a l'interféron gamma, qui est sécrété par l'abside T et les absides NK. L'interféron bêta, un seul gène, synthétisé par la majorité des cellules infectées par des virus, y compris les fibroblastes, et les interférons alpha, 14 gènes d'interférons alpha chez l'homme, synthétisés majoritairement par les cellules dendritiques plasmacytoïdes. Donc, interférons alpha et bêta se fixent sur le même récepteur, c'est pour ça qu'on les appelle des interférons de type 1. L'interféron gamma se fixe sur le récepteur d'interféron gamma, donc ce sont des interférons de type 2. Il existe aussi les interférons de type 3, interférons lambda, mais ce n'est pas vraiment sur cette diapo, parce que enfin, les activités de l'interféron lambda sont plus semblables à ce qu'on a pour les interférons de type 1. Alors, principalement, les interférons de type 1, leur rôle, c'est d'induire un état antiviral chez les cellules susceptibles à être infectées. Donc, ils vont se fixer sur le récepteur des interférons alpha-bêta, induire une cascade de signalisation via la voie JAK-STAT, et les STAT phosphorylés vont se fixer sur différents promoteurs et promouvoir ou stimuler l'expression de tout un tas de gènes qui sont sensibles à l'interféron. Donc, dizaines de gènes dites ISG, Interferon Sensitive Genes, et ce sont ces protéines-là, dont l'expression est induite par l'interféron, qui ont un effet antiviral. Donc, par exemple, la RNase L, c'est une enzyme qui va s'attaquer, va dégrader les génomes en ARN de virus. Donc MXA, MXB vont jouer sur la décapsulation. Donc il y a tout un tas de différents gènes qui vont rendre la vie plus difficile pour les virus, en empêchant différentes étapes dans le cycle de réplication virale. Alors, dès le clonage de ces gènes, au début des années 80, il y a toujours eu l'idée qu'on peut les exprimer en forme de protéines recombinantes et les utiliser comme un médicament antiviral. Donc, ces interférents recombinants ont eu leur utilité pour soigner le virus de l'infection par l'hépatite C, un petit peu l'hépatite B aussi. Un des problèmes avec les interférons standards, c'est que leur demi-vie dans la circulation était relativement faible. Donc, les deuxième génération, c'était de les recombiner avec de polyéthylène glycol et se forme polymérisée avait une demi-vie dans le corps beaucoup plus longue. Donc, les interférons pégylés permettaient d'espacer les traitements parce qu'évidemment, c'est des protéines recombinantes, c'est par voie injectable. Donc, les interférons antiviraux à action indirecte, ils fonctionnent parce qu'ils induisent un état antiviral chez la cellule hôte par l'induction de gènes ISG. Alors, la ribavirine, c'est une autre histoire. Cette fois-ci, c'est une analogue nucléosidique de guanosine qui était développée initialement comme un antiviral pour soigner l'infection par le virus de la grippe dans les années 70, parce qu'il y a une grande pandémie en 1968. Ce n'était pas énormément pathogène, mais néanmoins, ça a tué probablement des millions de gens au niveau mondial. Donc, c'est ce qui a stimulé pas mal de recherches dans les années 70 pour prévenir ou pour soigner l'infection par le virus de la grippe. Alors, la molécule, c'est ça. Donc, on a une sorte de ribose ici, puis on a quelque chose qui est un analogue structurel de la guanine. Cette molécule marchait très bien contre le virus de la grippe in vitro, en culture cellulaire, mais il n'a pas réussi à montrer une efficacité in vivo. Donc, la boîte qui a développé cette molécule-là, ils ont fait tout le stade préclinique, stade 1, stade 2 en sécurité clinique, et ils ont loupé en stade 3. Ensuite, la molécule est tombée dans le domaine public parce que le brevet était trop ancien.
Et par la suite, tout le monde a commencé à se dire, bah tiens, on a un truc antiviral qui marche contre les virus ARN, bon, on va le tester. Et effectivement, c'est une molécule qui est utilisée pendant une bonne dizaine d'années comme la base de la thérapie contre le virus de l'hépatite C. Et la boîte qui a fait tout l'investissement initial, ils n'ont gagné pas un rond avec ça. Dommage pour eux, mais c'est comme ça. Alors, c'est une molécule qui montre une activité non seulement contre le virus de la grippe, virus RM.-, aussi contre le virus de syncytial respiratoire, aussi contre le virus de l'hépatite C et aussi contre des fièvres hémorragiques diverses. Okay, donc c'est un des rares choses que l'on peut donner si quelqu'un a une sorte de fièvre hémorragique bizarroïde. On peut toujours essayer de donner un petit peu de ribavirine, ça va peut-être marcher, qui sait. Donc c'est le seul exemple que l'on a d'un antiviral à spectre large. L'interféron aussi, mais enfin, son activité et l'utilité se limite vraiment à l'hépatite C. Et le ribavirine, c'est pas la seule, mais jusqu'à présent, c'est le seul que l'on a vu qui était un antiviral à spectre large. C'est un peu exceptionnel à ce titre-là. Alors, comment ça marche? Donc, pendant longtemps, c'était un petit peu un mystère, en tout cas pas très très clair, parce qu'en regardant sa structure, ça a l'air d'être un analogue nucléosidique, donc il devrait inhiber directement la polymérase virale. Mais ça, c'est un peu bizarre à comprendre parce qu'il a une activité assez large sur des différents virus ARN, et c'est un peu difficile d'imaginer que les polymérases de tous ces virus ARN vont avoir la même susceptibilité à un seul médicament. Parce que dans tout ce qu'on a vu auparavant, les inhibiteurs nucléosidiques sont spécifiques à un virus donné. Alors, quelles étaient les hypothèses pour le mode d'action? Le premier, c'était OK, on va avoir donc encore l'arabiavirine, c'est un prodrogue. Normalement, il doit être phosphorylé. Et on a dit, bon, peut-être la forme triphosphorylée, c'est un inhibiteur de l'ARN polymérase virale. Ou alors, les gens disent, mais ce n'est pas un inhibiteur, mais c'est un analogue de substrat, donc ils sont intégrés dans l'ARN viral. Mais ça ne va pas agir comme un terminateur de chaîne, parce qu'on a le groupement hydroxyle ici, donc on intègre ça dans l'ARN. Le virus peut rajouter d'autres nucléotides par la suite, mais ici, ce n'est pas vraiment de la guanosine. Donc, quand le virus essaie de répliquer cette molécule d'ARN, il va mettre n'importe quoi en face, donc il va intégrer tout un tas de mutations dans son génome. Et du coup, le virus ne fonctionnera plus. Donc ça, c'était cette idée-là, que la RTP sera intégrée dans les copies d'ARN virales, et du coup, ça introduirait tout un tas de mutations, mais ce ne serait pas un inhibiteur. Bon, il y a des gens qui ont dit aussi que, bah non, vous avez tout faux, cette molécule marche parce qu'il va modifier l'action de la réponse immune T, il va inhiber la réponse TH1 et activer la réponse TH. Non, il va inhiber la réponse TH2 et activer la réponse TH1. Et du coup, la réponse antivirale de lymphocytes cytotoxiques sera plus efficace. Alors, apparemment, tout ça, c'est faux. Et le mode d'action principal de la ribavirine, c'est d'inhiber cette enzyme cellulaire, l'inosine monophosphate déshydrogénase, IMPDH, qui joue une étape clé dans la formation du GTP, qui est le nucléotide essentiel pour intégrer le G, guanosine, dans l'ARN. Et c'est pour ça que cette molécule a un spectre d'action aussi large. Okay? N'importe quel virus ARN doit répliquer son ARN, son génome. Il a besoin du GTP cellulaire pour fabriquer encore des copies d'ARN. D'accord? Ouais. Non, mais il va avoir des effets secondaires qui vont être un problème. Mais il va pouvoir freiner la réplication virale. Et donc on a une sorte de bénéfice net. On a un effet sur le métabolisme, sur le biomol cellulaire, mais enfin, ça vaut la peine, des fois. Okay.
Donc il marche parce qu'il inhibe un processus cellulaire. Ok, donc on fait cette diapo et on fait une pause après. Ok, donc les inhibiteurs à action directe, ok, spectre d'action étroite. Donc chaque molécule va être efficace contre un virus. Les inhibiteurs à action indirecte, spectre large. Okay, donc on peut les tester sur différents virus, notamment virus ARN. Effet secondaire pour les inhibiteurs à action directe, variable. Bon, on peut avoir un problème d'inhibition creusée avec les enzymes de l'autre. C'est le cas pour les inhibiteurs nucléosidiques, parce que donc, les analogues nucléosidiques ont ce problème-là, qui est variable selon les molécules. Il y a des molécules des analogues nucléosidiques qui sont plus toxiques que d'autres. Et ça va être un élément de choix pour dire, OK, qu'est-ce qu'on va préférer entre médicament A et médicament B. On prend, si l'activité antivirale est équivalente, on prend la molécule qui a les moindres effets secondaires. Ou ça peut être autre chose. Donc c'est une activité, un effet secondaire indésirable, absolument imprévisible, que l'on voit juste avec les essais de stade 1 ou un suivi à long terme des patients qui sont traités, mais que l'on ne peut pas vraiment prévoir. Donc la dyslipidémie chez les patients, non, dyslipidémie plutôt, chez les patients traités par des inhibiteurs de protéase chez le VIH, ça c'était un peu imprévu, on ne peut pas vraiment prévoir ça. Alors, ça c'est différent des inhibiteurs à action indirecte, parce que ici, ces inhibiteurs-là vont jouer sur la cellule hôte. Donc, ils vont forcément faire quelque chose en termes d'effets secondaires. Donc, pour les interférons, il va induire un état grippal. Donc, ça, c'est un peu son action biologique normale. Il va diminuer l'hématopoïèse, il va augmenter les poussées de maladies auto-immunes. Donc, quelqu'un qui va prendre 6 mois d'interféron pégylé, et c'est pas anodin. Donc, il y a tout un tas d'effets secondaires qui peuvent être assez sévères, et puis des fois, le jeu ne vaut pas la chandelle. L'autre truc pour les interférons, apparemment, problème neuropsychiatrique. Et apparemment, ça, c'est la raison numéro 1 pour les arrêts de traitement. Les gens, ils arrivent à supporter un petit peu les effets biologiques, santé physique, tout ça, mais les problèmes neuropsychiatriques, on se sent déprimé, ça ne va pas, les gens sont obligés d'arrêter des fois. Peut-être 20%, 10 à 20% des personnes soignées à long terme avec des interférons, ils n'y arrivent pas, quoi. L'aribavirine, ça bousille le métabolisme des nucléosides triphosphate, et l'effet secondaire principal, c'est une anémie. Donc les gens qui sont traités par l'aribavirine à long terme, on doit suivre leur hématocrite, et si nécessaire, ils ont des traitements par, si on est anémique, non, non, ou même si on doit le faire, ça ne marche pas pour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, hein? Ouais, c'est un peu lourd. Qu'est-ce qu'on peut donner en médicaments pour, si on est un cycliste par exemple? Ouais, c'est ça. Non, mais ça, c'est une utilisation en santé de l'EPO. Les gens qui sont sur traitement à ribavirine, ils ont leur hématocrite qui est suivi. Si c'est trop bas, bah, on leur file de l'EPO.